Madame la députée, venez nous rejoindre. Prenez place, parce qu'en effet, avant d'accueillir Jean-Marc Jancovici, avant de voir d'ailleurs très concrètement, Monsieur le Président, ce que votre réseau, ses partenaires, ses membres ont déjà entamé comme travaux, comme mise en place d'actions très concrètes face aux défis du changement climatique. Il est intéressant de démarrer cet après-midi avec une photographie, j'ai presque envie de dire, vue du ciel, ou en tout cas vue de Bruxelles, ou vue de l'Europe, vue du Parlement européen, quoi qu'il en soit. De quelle façon, aujourd'hui, traite-t-on cette question du changement climatique? Quels sont les constats? Mais surtout, quelles sont les perspectives? Celles qui sont partagées entre les uns et les autres, celles qui peut-être, non pas opposent, mais parfois font diverger les réflexions et les priorités. Votre regard va donc être très intéressant pour ouvrir les propos de cet après-midi. Je vous en prie. Merci beaucoup et bonjour à tous. Je suis absolument ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie d'ailleurs Eliance pour l'invitation et merci pour tout ce que vous faites pour le secteur. Avant toute considération d'ordre politique ou technique, je pense que nous devons d'abord démarrer par nous poser collectivement une question majeure. Est-ce qu'aujourd'hui, surtout demain, nous voulons plutôt consommer de la nourriture produite par des agriculteurs français et européens dont nous maîtrisons les techniques de production, ou bien est-ce que nous acceptons d'importer davantage des pays tiers dont nous ne maîtrisons pas les techniques de production? Car le sujet est rarement posé comme tel, mais au fond, c'est la question fondamentale. Pour la Cour des comptes, le respect des engagements de la France en matière de la réduction des émissions de méthane, souscrit en 2021 via l'accord international Global Methane Pledge, soit moins 30% d'ici à 2030 par rapport au niveau de 2020, appelle, je cite le rapport, nécessairement à une réduction importante du cheptel. Qui dit réduction du cheptel dit plus d'importation, sauf à ce qu'on ait une baisse de la population une baisse de la consommation qui soit déjà prévue. Mais là, pour l'instant, à toute chose égale par ailleurs, si on baisse le cheptel à consommation égale, avec une population à croissance, on va importer plus. C'est ça la réalité. Donc s'il y a bien une baisse de la consommation moyenne par habitant à partir de 1990, celle-ci a été finalement assez faible, moins 11% en 23 ans. Et la tendance des dernières années est plutôt à une stabilisation, voire une augmentation. Il y a une grande majorité de la population qui n'a pas le choix et qui doit aussi manger de la viande régulièrement. Les enfants, les adolescents, les personnes âgées, les femmes enceintes. Je suis très attachée au concept d'égalité en matière d'apport protéinique. Nous avons dû distribuer des petits déjeuners en France dans les écoles maternelles et primaires parce que certains enfants allaient à l'école sans manger et leur cerveau n'arrivait pas à suivre. Ainsi, pour la viande, pas pour tout le monde n'a pas la chance d'avoir un apport protéique à la maison. C'est le rôle de l'État et de l'école de lisser ces différences sociales en offrant à tous les enfants de la République un repas équilibré chaque jour, dont l'apport protéinique nécessaire à leur croissance et épanouissement. La tendance à une importation massive de viande dans notre pays est déjà en cours. Quand ça va bien, nous importons de nos voisins européens, mais beaucoup provient de pays tiers. Dans le bœuf, les importations ont grimpé de 26% par rapport à 2022, 51% par rapport à 2021. Pour le porc, la France importe 25% de sa consommation et les importations françaises de produits du porc ont augmenté de 7,9% en volume entre 2021 et 2022. En 20 ans, les importations de viande et préparations de volaille ont été multipliées par plus de 4. 45% du poulet mangé en France est importé en majorité du Brésil et d'Ukraine. Ce taux grimpe à 80% dans les restaurants et les cantines. Cette tendance à considérer la viande un produit nocif pour la santé, il y a notamment une proposition d'exclure la viande rouge de la politique de promotion de l'Union européenne et de considérer l'élevage comme une production uniquement climato-altérante est majoritaire également à Bruxelles. La révision de la directive des émissions industrielles en est un exemple. Je vous rassure, le vote en plénière est le 10 juillet. Donc les seuils qui ont été évoqués sont les seuils qui ont été votés dans la commission environnement du Parlement européen avec un vote à l'égalité parfaite. Donc la plénière, on ne sait pas ce qui va sortir. En tout cas, j'espère que ce qui sortira sera empreint du bon sens paysan qui devrait guider notre action publique. Donc, l'élargissement des seuils et l'inclusion des bovins dans cette directive vont imposer à des petites et moyennes structures des investissements qui sont non productifs, des charges administratives qui peuvent devenir rapidement insoutenables, comme s'il n'y en avait pas assez. Le paradoxe, c'est que nous allons mettre en difficulté les exploitations familiales en poussant à un regroupement sur moins d'acteurs, ce qui est exactement le contraire de l'objectif affiché à l'origine. Sans compter que nous avons
un souci concurrentiel, car ces mêmes contraintes ne sont pas imposées aux amis ukrainiens, brésiliens. Il n'y a pas de clause miroir, donc le différentiel de niveau de prix de notre viande européenne va davantage se creuser par rapport aux viandes importées en déstabilisant ultérieurement nos filières. Nous allons tenter de corriger le tir en plénière, mais méfions-nous de ce qui est dit quand on dit qu'il n'y a pas de souci sur IED, car oui, je crois quand même qu'on a un souci sur ce texte et on voit bien que les seuils ne sont pas tenables en impactant beaucoup trop certaines filières. Nous ne sommes pas sûrs du résultat du vote en plénière, car désormais, défendre l'élevage est devenu synonyme d'opposition au Green Deal. En défendant la politique de promotion de l'Union européenne, je me suis retrouvée sur le site d'une association anti-viande bien connue comme étant une défenseuse du génocide des animaux, alors que je défendais le fait qu'on ait une politique de promotion de l'Union européenne qui promeut tous les signes de qualité, dont évidemment on en a des qui sont à base de produits carnés, mais aussi viticoles, mais aussi les fromages, mais aussi le piment d'Espelette. Beaucoup d'eurodéputés ont peur des attaques des ONG sur les réseaux sociaux et n'osent plus se prononcer, en préférant s'abstenir. Il faut voir, vous n'imaginez pas, vraiment, dès qu'on défend la viande, vous devez peut-être le voir au travers des attaques que certains éleveurs peuvent avoir, mais au niveau des élus qui défendent la viande, on reçoit des menaces qui font froid dans le dos et pas plaisir du tout. C'est totalement absurde, bien sûr. Je suis en faveur du Green Deal et de la décarbonation de nos économies. Je partage les objectifs et en partie le calendrier qui est fixé par la Commission, car le changement climatique, il est déjà là. Les agriculteurs en sont les premières victimes, donc nous devons diminuer nos émissions. Mais je ne partage pas toujours le chemin pour atteindre ces objectifs. Je pense que nous devons continuer à embarquer les acteurs locaux, et ce n'est pas avec un texte qui met en danger, comme par exemple le texte IED, des petits élevages, que nous allons dans la mauvaise direction. Aussi, parce qu'il n'y a pas mieux pour décourager les jeunes à s'installer que d'imposer des charges administratives et financières lourdes. Avec une instabilité réglementaire, s'installer en élevage, ça va devenir compliqué. Donc c'est pour ça que c'est très important qu'on ait des échanges comme aujourd'hui pour dire que tous ensemble, on défend une stabilité réglementaire au niveau européen et qu'on est prêt à bouger, bien sûr, mais il faut qu'il y ait des conditions qui s'appliquent pour que les améliorations qu'on va faire dans les pratiques, qui vont toutes augmenter les coûts de production, soient toutes accompagnées d'une meilleure rémunération pour les agriculteurs, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Sur le bien-être animal, c'est pareil. Bien sûr, nous sommes favorables à plus de bien-être pour nos animaux, mais à deux conditions: que nous imposions les mêmes clauses pour les produits importés et que nous laissions un délai raisonnable aux entreprises pour pouvoir s'adapter aux nouvelles règles sans mettre en danger les exploitations. J'ai personnellement décidé de voter contre la proposition sur la restauration de la nature. Bien sûr, je suis favorable à la restauration de la nature. Je suis favorable à la bonification des sols européens, qui sont très abîmés, mais le chemin qui nous proposait pour atteindre les objectifs était tout sauf réaliste et réalisable, et en plus partait d'une idée qu'à Bruxelles, on était capable de fixer des objectifs qui allaient s'appliquer au niveau local, alors qu'on a dans le monde des exemples de lois restauration de la nature mises en place, par exemple en Nouvelle-Zélande, qui partent très exactement dans l'autre sens, qui partent des constats locaux, et à partir du moment où un éleveur est conscient du fait qu'il pollue la nappe, ou il a tel rejet, ou telles incidences, bien entendu que les agriculteurs qui sont impliqués dans leur société locale, ils bougent et on embarque les acteurs et on peut mettre en place des mesures d'amélioration. Donc je crois vraiment, pardonnez-moi cet anglicisme, qu'on a besoin d'avoir des approches bottom-up sur des sujets comme ça pour ne pas perdre les acteurs, parce qu'on partage tous les objectifs. Les écarts qu'on peut avoir, c'est sur le chemin qui permettent d'atteindre les objectifs. En revanche, je suis très en faveur et très pressée de voir déployer le carbon farming, c'est-à-dire toutes les méthodes d'agroécologie qui permettent d'augmenter la capacité de stockage de CO2 dans les sols et d'en faire un nouveau modèle économique pour l'agriculture et l'élevage. L'agritech et les nouvelles techniques d'édition génomique vont également nous permettre d'atteindre ce qui, à mon avis, devrait être l'objectif partagé par tous, qui est, c'est dommage que M. Jean Comici ne soit pas encore là, l'intensification durable de nos systèmes agricoles. Produire plus sur moins de terre, avec moins d'eau, moins d'engrais et moins de pesticides.
Après la Covid, en pleine période d'inflation, avec les taux d'intérêt qui remontent, ce n'est pas forcément le moment de contraindre nos éleveurs, mais de les accompagner, car la production est en chute, en étant en plus aggravée par la sécheresse. Le monde agricole est déjà en pleine transformation. Nous le voyons en visitant les exploitations, nous l'observons dans les chiffres. Depuis plus de 20 ans, les efforts mis en place par tous les élevages ont eu un effet significatif sur la réduction des émissions. Le Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique, le CITEPA, atteste d'une réduction significative des émissions qui sont dues à l'élevage depuis 20 ans. Notre agriculture et notre élevage jouent un rôle primordial dans la biodiversité et pour le maintien de nos paysages, l'activité touristique et la vitalité des zones rurales. N'oublions pas que nos paysages, nos cultures, sont essentiellement agricoles. S'il n'y avait pas l'agriculture, on n'aurait pas de paysage en Europe et particulièrement pas en France. Ils sont donc beaucoup moins impactants que beaucoup d'autres agricultures que de pays tiers. Je pense à la Chine, au Brésil, à l'Ukraine. Consommer français et européen est donc un geste pour la planète. Je suis persuadée que si nous posions la question aux Français, s'ils préfèrent manger français et européen ou s'ils préfèrent importer de la viande de pays tiers, ils seraient davantage enclins à défendre l'élevage français plutôt que de considérer, comme il advient de plus en plus, comme l'ennemi public numéro 1 pour le climat. Nous jouons une bataille culturelle. Nous devons prendre conscience que moins produire en France ne signifie pas moins polluer, car les importations sont bien plus polluantes, à commencer par comment elles sont produites et comment elles doivent être transportées. Ne fermons pas les yeux sur le fait que si nous ne regardons que la baisse de nos émissions ou l'atténuation en Europe, si nous ne regardons pas l'impact global au niveau de la planète, nous importerons plus et nous ne changeront pas le problème pour le climat. Je m'arrête ici pour laisser la place aux questions parce que je dois partir à 14h55. Merci de cette précision.